Il y a des chanceux qui sont allés à Mirabel voir la 225. Ah oui, quand même. Grégory Blanc a pu discuter avec Marco Prudhomme. J'ai touché à l'avion, pas à Marco Prudhomme. On se posait la question. Attention, j'ai pas touché à Marco Prudhomme, j'ai touché à l'avion. Non, on a maintenu une bonne distanciation sociale tout au long. Mais on va vous montrer la visite qu'on a eue là-bas et vous faire entendre l'entrevue, bien entendu, sur la version audio du podcast. On vous revient tout de suite. Alors, bienvenue. Allô, merci d'être là. Merci beaucoup, Marco Prudhomme, de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. On est au nom de l'Aéropod, notre petit podcast amateur mais sérieux que nous sommes. Merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir être devant ce mastodonte des airs. C'est un bel avion. C'est absolument fantastique. Sincèrement, j'ai beau avoir vu 53 000 photos là, et des tonnes de vidéos depuis que je suis tout petit. Le voir en vrai, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je suis un grand fan de la technologie russe et je dois avouer que là, c'est au-dessus de mes espérances. C'est absolument fantastique. C'est aussi absolument fantastique parce que Nolinor Aviation, vous avez organisé quelque chose d'absolument incroyable ces derniers mois et donc physiquement ces dernières semaines. Ça fait la 3e fois que l'Antonov vient ici à Montréal, à Mirabel. Donc, si on y va là, à brûle pour point, qu'est-ce qui a drivé ça? Comment qu'on arrive, Nolinor Aviation, Marco Prudhomme, comment on arrive à faire venir un Antonov 225? On entend les gars avoir du fun en arrière. Ils vont avoir du fun comme ça toute la soirée. C'est excellent, c'est parfait tant que le moral est bon. Écoute, vous n'avez pas parti de notre planification cette année de faire venir l'Antonov à Mirabel. Là. OK. Mais quand est arrivée la crise du COVID-19 à la mi-mars, ce qu'on a fait dans les premiers jours, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Parce que rapidement, nos clients nous ont appelés, puis comme à peu près tous les transporteurs, les vols se sont mis à être annulés les uns après les autres. OK. On a continué de faire certains vols d'urgence pour certaines mines pour amener de la nourriture, bien entendu. OK. Mais grosso modo, il y a quand même plusieurs vols qui ont été annulés. Alors rapidement, aux ventes, on s'est mis à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a commencé par mettre des annonces sur les Canadiens qui cherchaient des vols de rapatriement. Oui, Okay. effectivement. Alors, on a fait 2 vols de rapatriement, un au Guatemala, un au Maroc. OK. Alors, ça nous a permis de ramener TUK, qui est le premier avion qu'on avait acheté du Maroc, OK. qui est retourné au Maroc pour aller chercher des Canadiens, puis qui est revenu au Canada. C'est quand même pas pire. C'est assez comme cocasse, anecdote. effectivement. Après ça, on avait quand même des avions qui étaient disponibles, des pilotes qui étaient disponibles. On a fait un vol en collaboration avec Canada Food Bank. Oui. Pour amener 24 000 livres de nourriture. Ça, c'est le 4 mai, si je me rappelle bien. Ça se peut-tu? 3-4 mai, quelque chose comme ça? Oui, c'est le début de la crise. OK. Puis, on a décidé d'amener un vol gratuit là, dans le nord de nourriture. OK. Alors, c'est 24 000 livres de nourriture qu'on a amené. Ça a fait plus de 1200 paniers d'épicerie pour des gens de la région des Iqaluit. OK. Alors, ça, c'était vraiment cool. Puis, à travers tout ça, on a commencé à recevoir des appels de gens qui tentaient de soumissionner sur des contrats pour amener de l'équipement de protection contre le COVID-19 à partir de la Chine. OK. Et rapidement, on s'est mis à chercher des avions parce que visiblement, les avions qu'on avait sur notre flotte, ce n'était pas le meilleur type là, pour aller en Chine, de toute évidence. On a travaillé avec Momentum Solutions de Toronto. OK. Puis est arrivée une première série de vols qui ont été réalisés par Air Canada et CargoJet. Exact. Qui ont eu des difficultés parce que rendu sur place, malheureusement, les douanes, c'était compliqué. Alors, il y a le fameux avion qui est revenu vide. Oui, il y a des vols qui sont venus vides au Canada. Et c'est là que Momentum nous a dit, écoute, l'Antonov, il y a plus qu'un équipage. C'est que si jamais on se retrouve dans une situation comme ça en Chine, ben, même si on est cloué au sol pendant plusieurs heures, ben, il y aurait un deuxième équipage qui pourrait se relayer. OK, tout à fait. Alors, on a vendu cette idée-là à un premier client. Et je pense que c'est au début mai qu'on a réalisé notre premier vol d'Antonov. OK. Un vol assez dispendieux. OK. En période de COVID-19, trouver la liquidité pour faire ce vol-là, ça a été un peu rock'n'roll. Puis après ça, ben, en Chine, malgré tout, il y a eu un temps d'attente. Puis cette facture-là, ben, est toujours impayée. Alors, on s'est dit, ben, pour un prochain vol, plutôt ce qu'on va faire, on va mettre les gens qui nous appellent directement en contact avec Momentum Solutions. OK. Et nous, on va garder tout l'aspect logistique du vol. Donc,
tout le traitement des douanes, des camions, le déchargement, l'équipement au sol, ces choses-là. OK. Et c'est comme ça qu'on a fait les autres vols qui ont suivi. OK. Alors, on a fait un vol avec l'Antonov 124, Oui. puis on a fait 3 vols avec l'Antonov 225. OK. Puis la question qui tue, parce qu'on l'a eu souvent, cette question-là, à peu près, là, sans rentrer dans les détails, là, ça coûte combien à fretter un Antonov de 2.5? Bien, vu que ça a été divulgué dans les médias, le prix a changé un peu tout au long de la crise. OK. Mais au début de la crise, là, on était environ à 2,5 US là, sur le marché. 2,5 millions pour faire venir l'avion. Pour aller de la Chine OK. jusqu'au Canada, puis retourner à l'Aise jusqu'en Ukraine. Oui, parce qu'il part vide, en fait. Oui, ce soir, le vol il repart vide, ça on retourne en Ukraine. Il retourne en Ukraine, OK. J'aurais été sûr qu'il repartirait en Chine, mais... Non. Alors, à chaque vol, bizarrement, à chaque vol, à moins que je me trompe, là, mais à chaque vol, l'avion est retourné à son home base à chaque fois. OK, excellent. Si on revient un petit peu plus à Nolinor, donc on a abordé un petit peu le sujet déjà, comment la COVID vous a affecté. Donc, c'est certain que ça vole beaucoup moins, comme la plupart des transporteurs. Visiblement, vous avez été capable de trouver quelque chose à faire, on va dire, entre guillemets. Mais de façon plus globale, là, comment c'était avant, là, pendant, puis la question surtout qui est importante, c'est qu'on déconfine, là. Donc, l'Europe est un petit peu plus en avance. Moi, je suis pas mal ce qui se passe en Europe pour avoir beaucoup de familles là-bas. Donc, c'est un petit peu... on ne sait pas trop vers où on s'en va, comment faire. Comment tu penses que ça va se passer, là? Je sais que tu es très impliqué dans l'aviation au Québec, au Canada même. Donc, comment tu vois ça? Ça va se passer comment, tu penses, pour Je Nolinor? ne peux pas parler pour les autres, là, mais pour ce qui est de Nolinor, nous, quand la crise a commencé, on a fait ce qu'on fait généralement à chaque fois qu'on a une crise, on a fait le pire des scénarios possibles. OK. Alors, on a fait un budget. Qu'est-ce qui arriverait si tous les vols chez Nolinor étaient cancellés OK. d'ici jusqu'au début de 2021? OK. Après ça, on a structuré ce budget-là pour qu'il soit viable. Oui. Puis, on s'est dit, bien, tout ce qui peut arriver in between, c'est juste du gravy. Alors, OK. étrangement, on a gardé quand même certains vols pour les compagnies minières parce qu'il y a quand même des besoins essentiels. Oui, on en a vu un arriver tantôt. On a vu un vol tantôt qui est arrivé. Et donc, déjà là, ça a amélioré le budget. Après ça, quand on a commencé à faire les vols de rapatriement, les vols d'Antonov, bien, encore là, on a amélioré un petit peu plus notre budget. OK. Puis là, actuellement, bien, au niveau minier, on voit une reprise graduelle là, dans les prochaines semaines. OK. Ça, déjà là, c'est au-delà de ce qu'on pensait. Et bien entendu, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs vols qui ont été annulés. Alors, tout ce qui est associé à des clubs sportifs, Oui. bien, de toute Parce que vous êtes associé avec les Alouettes. Oui, les Alouettes, le Rocket de Laval, on fait l'Impact de Montréal aussi une couple de fois. OK. Alors, tous ces vols-là n'auront pas lieu cette année, ou en tout cas, il y a peu de chance. Fort peu Et probable. Ouais. il y a plusieurs autres types de vols là, qui ont été annulés, mais à date, notre budget fonctionne bien, puis nous, on est bon pour se rendre là, encore pendant plusieurs Au mois. niveau, si on continue là-dessus, au niveau manpower, bon, sans doute, là, comme beaucoup d'autres compagnies, il y a probablement eu des layoffs temporaires qui ont dû être faits, j'imagine. Ouais, alors nous, ce qu'on a fait, rapidement, là, on a retourné des employés à la maison. OK. On a gardé un corps, une équipe de base, Mhm. qui, elle, on a gardé à plein salaire. OK? OK. Donc, ces gens-là n'ont pas eu de changement dans leur vie. Puis notre objectif, bien, c'est d'essayer de repartir la machine le plus rapidement possible pour ramener du monde. OK. Mais c'est sûr que la vie comme telle dans le domaine de l'aviation a changé parce qu'avant le 13 mars, on était en pénurie de main-d'œuvre. Oui, ben oui. Puis là, on n'est plus là. Ouais, C'est que, ça va changer beaucoup. Beaucoup de projets qu'on avait, beaucoup de campagnes de sensibilisation, de stratégies qu'on avait mis en place pour Oui. 2020, 2021, 2022. Bien, toutes ces choses-là sont C'est plus à refaire, nécessaires. là. C'est que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir économiser Oui. parce qu'en fait, on reçoit, bon an, mal an, une centaine de CV par semaine. Fait que, Ouais. tu sais, ça va être vraiment facile de trouver. Là, Oui, parce que ça, tu vois, c'est un petit peu vers ça que je m'en allais. On sait, par exemple, que Nolinor, vous avez acheté un avion pour donner l'opportunité à des gens de commencer à voler, je Ouais, pense, on a cumuler acheté des une flotte heures. de 3 737-400. Moi, j'irais un peu plus bas. Je parlais des 172. Je pense que tu as acheté un 172. OK, ça se peut-tu? 172. Ah oui, le 172, ben ça fait déjà quand même 1 an et demi, je pense. À qu'on peu a près, acheté, ouais. Donc, ça, c'était pour sensibiliser les gens, pour les faire voler. Ça, c'était pour aider nos employés. On a un programme chez Nolinor qui existe depuis 2-3 ans qui s'appelle Devenir pilote. OK. Et à chaque année, on sélectionne des gens. Il y a comme des examens, des entrevues, mais ainsi de suite. Puis il y a le rendement aussi de l'employé qui rentre dans la ligne de compte. Oui. Et on paye 100% de la formation de nos employés pour qu'ils obtiennent éventuellement un jour leur licence commerciale. OK. Alors, à date, ça fonctionne bien. On a déjà 5-6 personnes inscrites sur le programme. OK. Puis, Ça reste on track?
Ça reste on track, puis on va le garder parce que c'est vraiment une source de motivation pour les gens à l'interne. OK. C'est une source de motivation pour la sélection annuelle, puis c'est une source de motivation pour les gens qui suivent leur formation. Puis à date, tu sais, les gens, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'à chaque année, nous, ça nous coûtait avant, ça ne nous coûte plus maintenant, mais ça nous coûtait une fortune en frais de simulateur. Oui, OK? oui. Alors, payer la licence commerciale de 1 ou 2 employés sur une période de 3 ans, c'est pas une charge importante pour une compagnie comme Nolinor. OK, oui. Parce que tu abordes le sujet vite, sans rentrer dans les détails, on a appris ce printemps que vous vous étiez doté Oui. de simulateurs Oui. Pour le 737-200. Oui. Rapidement, ça en est où, ça? Est-ce que vous êtes opérationnel? Ça avance bien. Alors, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reçu 2 appels. OK. Alors, des gens qui nous ont dit, nous, on va face out, excuse-moi l'anglicisme, Non, on va y a se pas de débarrasser de 2 simulateurs, de 2 compagnies différentes, puis à 2 intervalles différents, puis ils nous ont dit, est-ce que vous êtes intéressés d'en faire l'acquisition? OK. Au début, c'était pas vraiment dans nos plans. Ça avait déjà été dans nos plans il y a quelques années, puis on avait laissé tomber le projet. Mais on ne pouvait pas se retrouver face à ne pas avoir de simulateur du tout dans la région. OK. Fait qu'on a décidé de faire l'acquisition d'un premier simulateur. Puis la force des choses a fait en sorte qu'on a acheté un deuxième. Là, pour l'instant, on en a un qui est déjà rendu à Mirabel. OK. Puis l'autre qui va être déménagé de Miami à Miami. Alors, c'est un peu compliqué ce dossier-là, mais ça avance bien. OK. Puis à date, pour nous, c'est devenu ce qui était une dépense est devenu une source de revenus. C'est quand même assez intéressant. Oui, tout à fait, effectivement. Bien joué. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bien joué. Tout à fait, oui. Maintenant, au niveau du... tu sais, quand on regarde... la notion de manpower, tu as mentionné que tu reçois énormément de CV. Oui. Puis en fait, c'est vraiment spécial parce qu'effectivement, on était en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Puis en fait, je voulais te poser la question initialement, dire ton programme de formation de pilote, est-ce que Nolinor a déjà eu l'idée de faire la même chose pour la maintenance, dans la même optique que, par exemple, Premier à Québec qui est rendu à former ses propres mécaniciens au niveau d'un point de vue maintenance? Pas vraiment, parce qu'au niveau de la maintenance, on n'a jamais eu de difficulté à trouver des mécanos. OK. Nolinor, on a la chance d'opérer un type d'avion qui est quand même assez rare. Puis pour une certaine catégorie de mécaniciens, c'est comme un aimant. C'est que les gens veulent travailler sur ce type d'avion-là. Puis Nolinor, on est une des rares compagnies qu'on a toujours un mécano à bord de chacun de nos vols nordiques. Oui. Alors, ceux qui aiment l'aventure, ceux qui aiment le grand nord, les grands espaces, tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises là, OK. en Amérique du Nord qui offrent ça. C'est que de ce côté-là, on n'a jamais eu ce besoin-là. OK, d'accord. Puis, au niveau des 737, donc tu as mentionné que vous avez fait récemment l'acquisition de nouveaux 737, Oui. de nouveaux anciens, là. Oui. Des classiques. Oui. Donc, on est passé du... Mais vous en aviez déjà, je pense, c'était des 300. On avait un 300 Un qu'on avait 300. acheté il y a 3 ans environ, OK. qui, comment je dois dire ça? Tu sais, des fois, tu achètes un avion pour un projet, puis finalement, le projet ne fonctionne pas. Puis ça prend un certain temps avant que cet avion-là trouve son marché. Oui. Puis je te dirais que dans la dernière année, là, ça a comme débloqué un peu. Alors, OK. l'année passée, on a fait quand même beaucoup d'heures avec la machine. Puis ça nous a amené, l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, l'été passé, on était en pleine crise du 737 MAX. Oui. Fait qu'on s'est retrouvé à venir en aide à Sunwing. OK. Et cet avion-là s'est mis à voler vraiment beaucoup. OK. Fait que là, on s'est dit, ben, tu sais, dépanner les autres lignes aériennes, ça peut être un truc intéressant, surtout avec les droits des passagers. Tu sais, à un moment donné, si tu es mechanical dans le sud, puis que ça te coûte des milliers de dollars en compensation, ben, c'est peut-être moins compliqué d'appeler Nolinor puis d'amener un avion pour aller chercher le monde. Exact. Puis ramener le monde, tu sais. OK. Fait qu'on s'est dit, ben, un 400, c'est quand même dans notre palette de choses qu'on peut financer puis qu'on peut aller chercher un financement. OK. C'est une bonne machine. C'est des machines plus modernes. Meilleure économie sur l'essence. Puis, dans le marché... Mais il n'y a pas question de phaser out les 200? Là? Non. Les 200, là, souvent, les gens... c'est drôle sur les réseaux sociaux parce qu'on est quand même assez impliqués. La question qu'on reçoit le plus souvent, c'est quand est-ce que vous allez retirer le 737-200? Okay? C'est vraiment drôle parce que, contrairement à d'autres lignes aériennes qui ont acheté des avions où il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de cycles d'accumuler sur le fuselage, Oui. Nolinor, on a toujours acheté principalement le core de notre flotte, c'est des avions qui étaient low time. OK? Donc, les 2 premiers avions qu'on a achetés du Maroc, c'est des avions qui avaient 5000 heures de vol. Ah, oui. OK? OK. La moyenne des heures de vol qu'on a sur notre flotte,
nous pousse à croire, avec la consommation d'heures qu'on a par année, qu'on devrait être techniquement, s'il y a toujours une demande sur le marché, être là pour les 25 prochaines années avec ces avions-là. OK. Alors, ce qui n'est pas le cas de certaines autres compagnies aériennes qui ont acheté des avions beaucoup plus vieux, puis qui, d'ici quelques années, là, vont devoir Vont faire ça. devoir les phaser out. Ah, no stress, ça va me permettre de se dégourdir un peu. Oui. Tu te concentres plus par là? Il faudrait avancer de ce bord-là. Faudrait bouger, Claude. Attention. Ah, c'est mon fil qui est... Oui, c'est bon. C'est mieux, là? Là, il va se déplacer encore un peu. C'est qu'on va prendre l'avance, Oui. puis on va s'en sauver. Encore quelques points. C'est bon? OK. Donc, au niveau du 737, bon, le 400, c'est un 400 qui est arrivé dernièrement. On a un premier 400 qui est arrivé, on en a un deuxième, puis le troisième devait arriver à la fin juin. OK. C'est quand même intéressant parce que le 747-400, c'est l'équivalent du 800 dans le NG. Fait que c'est quand même une assez grosse machine. C'est une belle bébite, oui. Fait que une question que j'ai pour toi de certains de nos auditeurs, ils veulent savoir si vous allez les transformer en cargo. Non, pas du tout. Le cargo, Même pas la porte cargo? Ne serait-ce qu'un peu de Non, cargo? Même pas? cargo OK. du tout, du tout. Tu sais, le cargo, à date, dans la région de Montréal, il y a quand même déjà beaucoup de compagnies qui font Oui, oui. ça. C'est pas... tu sais, le nombre de téléphones qu'on reçoit dans un mois, des demandes cargo, il n'y en a vraiment pas beaucoup. OK. Non, on a un autre projet qu'on va annoncer dans les prochains mois. Mais à date, non, c'est vraiment pour faire des vols passagers. OK, excellent. Puis ces 737-là, donc Nolinor a opéré la signature, on peut dire, de Nolinor, c'était les bons vieux 737-200. Là, on switch à du classique, donc un autre type de machine, un autre type de moteur. Est-ce que ça a eu au niveau organisationnel, logistique, formation, maintenance, est-ce que ça avait beaucoup de changements à Moi, je vais l'interne? dire que ce projet-là, à date, là, c'est le projet le plus facile qu'on n'a pas eu. Ah oui, OK. Parce qu'on est déjà tout approuvé pour le 300. OK. Puis entre le 300 et le 400, il n'y a vraiment pas une grosse différence. OK. Alors, il y a plusieurs de nos approvals qui fonctionnent super bien. Même chose au niveau de la formation des pilotes, les pièces, les moteurs, ces choses-là. Non, à date, OK. je te dirais que l'ensemble du monde est super content. OK. Ben oui, on voit que les gars s'amusent. Il y a de l'activité pas mal. Il y a de l'activité pas mal, oui, effectivement. Marco Prudhomme, merci beaucoup. Merci d'être là. Ben écoute, merci pour la belle opportunité. Là, je me contiens parce que je serais vraiment comme un enfant dans un Toys R Us, mais il faut rester, faut rester tranquille et adulte, on pourrait dire. Ah, de ce temps-là, on fait de notre mieux. Hein? Ouais, non, effectivement, mais c'est très gentil, très apprécié. C'est vraiment cool. Merci d'être là. Puis écoute, quand on aura notre lancement officiel pour le 400, ça nous fera plaisir de vous inviter. Ce serait super. On sera là. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.